Ce journal vous est présenté par Font des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. La situation sécuritaire dans la ville-province de Kinshasa est relativement calme, a déclaré le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, au sortir d'une réunion présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani, en présence de tout le service de sécurité. Vous aurez donc les détails dans ce journal. Et puis le commissariat provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, a transféré 304 détenus vers la prison de Luzumu dans la province du Congo central. Plus de détails également dans cette édition. Et à l'international, le Congo cherche à valoriser son potentiel en gaz naturel afin de s'imposer comme un acteur majeur au centre de l'Afrique. Un réel plaisir pour moi de vous retrouver, madame, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal télévisé sur votre chaîne. Comme annoncé au sommaire, selon le gouverneur Daniel Bumba, la situation sécuritaire à Kinshasa est actuellement relativement stable. Cette déclaration a été faite après une réunion de sécurité présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani, en présence de tous les services de sécurité. Suivez. Évidemment, nous étions en réunion de sécurité autour de vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières pour évaluer la situation sécuritaire en général, mais particulièrement aussi à la situation sécuritaire à Kinshasa. Et alors, il s'est dénoté qu'il y a une situation préoccupante de la sécurité à l'Est, mais il tient de préciser que Kinshasa, la situation sécuritaire est relativement stable. Alors, nous profitons de l'occasion pour informer à notre population de Kinshasa de ne pas céder à l'intox. Alors, il s'est propagé beaucoup de faux bruits, beaucoup des alertes fausses qui a essayé d'instaurer l'intox, mais également la psychose par rapport aux faits qui ne sont pas justement réels. Alors, aujourd'hui, nous profitons de l'occasion sur justement les orientations du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour préciser à la population de ne pas céder à la stigmatisation, à la division de nos communautés. La ville de Kinshasa est stable, nonobstant quelques faits bénins signalés, de braquage, et puis voilà, des infiltrations non autrement identifiées, mais les enquêtes se poursuivent pour que ces malfrats soient déférés devant les instances judiciaires. Nous profitons de l'occasion pour appeler les Kinois à l'apaisement et leur demander d'évacuer librement à leurs préoccupations et que toutes les questions sécuritaires sont prises en charge. L'armée et la police sont justement là pour accompagner toutes ces mesures afin que les Kinois puissent continuer à vivre paisiblement dans l'étendue de la ville de Kinshasa. D'abord, nous devons préciser qu'en disant que la situation sécuritaire est relativement stable, Kinshasa, c'est une ville à 20 millions d'habitants. Et les grandes villes sont très souvent généralisées par la criminalité urbaine. Alors, nous disons que ce sont des faits bénins. Vous voyez, bien qu'on a observé peut-être quelques jours où les braquages ont eu lieu, mais ici aussi d'informer à l'opinion. Il y a un groupe qui est déjà arrêté, déféré à la justice, et nous allons vous les présenter d'ici peu. Et de ce groupe-là, nous sommes déjà sur la piste d'autres groupes qui continuent à opérer. Et nous assurons à la population que la ville est stable sécuritairement. Et encore des dispositions qui ont été renforcées
par la police et l'armée, afin que nous puissions vivre paisiblement dans la ville. On va ouvrir le dossier consacré à la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais a dû suivre de près la situation en cette période d'occupation illégale de cette partie du territoire national par l'armée rwandaise et ses supplétifs issus de la coalition rebelle M23 AFC. C'est dans ces cadres qu'une séance de travail a eu lieu le mardi 18 février entre la première ministre entourée de quelques membres du gouvernement et la délégation de la MONUSCO conduite par Bintou Keïta, chef de la mission onusienne. Suivez. Humanitaire de plus en plus déplorable depuis l'occupation illégale de chefs-lieux de province du Nord Kivu et du Sud Kivu par les régimes des Kagame et de ses supplétifs du 1-23 AFC était au centre des discussions entre le gouvernement congolais, la chef du gouvernement, Judith Suminwa, et la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU. Oui, nous avons assisté, Madame la Première ministre, au cours de cette audience où elle a reçu la délégation de la MONUSCO. Ils ont eu l'opportunité de discuter sur des questions principalement humanitaires qui concernent toutes nos populations et la province, plusieurs provinces où la MONUSCO est encore active en République démocratique du Congo. Mais par la suite, ils se sont focalisés principalement sur les zones occupées, c'est-à-dire la ville de Goma et la ville de Bukavu. Les discussions ont ensuite porté sur les conditions de vie des FARDC et du personnel politique réfugié dans l'enceinte de la MONUSCO à Goma. Les gouvernements congolais entendent solliciter la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU pour leur rapatriement. Et il était question de se garantir mutuellement de leurs conditions, de leur prise en charge, de leurs droits, et surtout leurs droits conformément à la Convention de Vienne, aux droits humanitaires, et je crois que l'échange était très positif, était fructueux. La question du couloir humanitaire exigé pour venir en aide aux millions de déplacés vivant dans une précarité extrême, sous l'œil complice de toute la communauté internationale, n'a pas échappé au débat. Il y a un travail de fond est en train d'être fait sur toutes ces questions. Je crois que les dernières assises au niveau de la sous-région aussi ont souligné cela, avec la rencontre des différents chefs d'état-major. Et nous, la République démocratique du Congo, son gouvernement est très préoccupé par la situation de tout son personnel, et surtout celui-là, ses FARDC et ce personnel politique. S'agissant du retour de la paix dans l'est du pays et de la restauration de l'intégrité territoriale, la chef du gouvernement, comme tout Congolais, est pris de son pays et engagé à tout mettre en œuvre pour y parvenir. Vous avez donc reconnu la voix de Rachel Misenga. 2 semaines après l'occupation de Goma par le rebelle du M23 soutenu par le Rwanda, le gouvernement congolais dresse un bilan dramatique. Lors d'un briefing de presse ce mardi 18 février, le ministre de la Communication Patrick Muyaya a annoncé que le pays va dépasser les 8000 morts dans le chef-lieu de la province du Nord Kivu. Je vous prie de le suivre dans cet élément. Alors que la situation sécuritaire demeure alarmante dans l'est de la République démocratique du Congo avec l'occupation des villes stratégiques de Goma et Bukavu par les rebelles du M23 AFC soutenus par le Rwanda, le bilan humain du carnage de Goma ne cesse de s'alourdir. Lors d'un briefing presse tenu ce mardi 18 février 2025, le ministre de la Communication et des Médias Patrick Muyaya a livré des chiffres inquiétants sur l'ampleur de pertes humaines. Tous ceux qui sont morts à Goma, plus de 3000. Et d'ailleurs, je vous donnerai les chiffres. Il y a 5000 corps qui ont déjà été enterrés. Donc, les bilans, d'après les derniers chiffres reçus du ministère de la Santé, nous allons dépasser les 8000 morts. Au-delà des intimidations, parce que les agents qui sont ici, nous vous parlons des chiffres, des structures, des santé. On ne parle pas de ce qui s'est passé dans les avenues, dans les rues, parce que vous savez tous que Goma a été transformé en cimetière pendant quelques jours. Dans les structures de santé, on a recensé 1568 morts.
dans ceux qui y étaient. Donc, ça s'y rajoute. Heureusement qu'on a pu obtenir un couloir humanitaire pour faire parvenir le son qui avait été pris ici. Aujourd'hui, on est à plus de 4375 blessés dans les structures de soins de santé. Je précise, les structures de soins, ça veut dire qu'ils ont été enregistrés dans les hôpitaux. Et donc, vous voyez non seulement qu'on a tué en masse, on veut mentir, parce que si vous lisez justement le président rwandais, il dit 400, 500. Il a précisé que ce bilan est uniquement basé sur le chiffre collecté dans les structures de santé, ce qui signifie que le nombre de victimes pourrait être encore plus élevé. Selon le données des hôpitaux locaux, 1568 personnes ont été déclarées mortes initialement, tandis que plus de 4375 blessés ont été pris en charge dans les structures médicales. Ces conflits imposés par Kigali via le M23 plongent la région dans une crise humanitaire dramatique. Des milliers de civils ont été contraints de fuir, cherchant refuge dans des conditions précaires, tandis que les infrastructures de santé et les voies d'approvisionnement sont gravement perturbées. Face à cette situation, le gouvernement congolais réaffirme sa détermination à restaurer l'intégrité du territoire national. Patrick Muyaya a rappelé que Kinshasa mise sur plusieurs fronts, à savoir militaire, politique, diplomatique, judiciaire et médiatique, pour mettre fin à cette agression et récupérer chaque centimètre du territoire national. Alors que le combat se poursuit, la communauté internationale est appelée à agir d'urgence pour stopper l'escalade de la violence et éviter un drame humanitaire encore plus grand dans l'est de la RDC. Le minerai de la République démocratique du Congo sont malheureusement un désastre aux yeux des Congolais, a déclaré le ministre de Mines Kizito Pakabomba ce mardi 18 février 2025 lors du briefing presse animé conjointement avec le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya, sur le pillage de ressources minières de la République démocratique du Congo, les raisons de la guerre d'agression rwandaise. Suivez. Concernant l'exploitation illégale de ressources minérales dans l'est de la République démocratique du Congo, le ministre de Mines Kizito Pakabomba a accusé ce mardi 18 février le Rwanda de faire perdre à la République démocratique du Congo chaque année plus d'1 milliard de dollars américains, tout en demandant aux acheteurs de ne pas se procurer les minéraux vendus par Kigali que Kinshasa qualifie de minéraux décents. Il a rapporté cette information lors de son briefing de presse co-animé avec son collègue de la communication et des médias Patrick Muyaya à Kinshasa le même jour. Profitant de l'occasion, Kizito Pakabomba a également alerté sur l'objectif du Rwanda d'atteindre plus de 2 milliards de dollars américains en 2026 grâce à ces exploitations illicites des mines congolaises. Vous avez vu les chiffres qui ont été présentés sur l'or, par exemple. Il y avait des exportations d'1 milliard de dollars pour l'année écoulée. Mais aujourd'hui, et pour les 2 prochaines années, les planifications font qu'ils partent à 2 milliards de dollars. Mais d'où vient ce doublement de la production et des exportations que le Rwanda va réaliser? Mais ça vient justement de l'occupation qu'ils font de notre territoire sur l'ensemble de ces périmètres, comme je le disais, où il y a les exploitations d'or. Mais également sur le coltan. Aujourd'hui, 1 kilo de coltan coûte à peu près 70 dollars. Alors, le Rwanda, depuis la prise par le M23 avec les forces rwandaises de la mine de Rubaya, c'est plus de 150 tonnes, c'est-à-dire 150 000 kilos que vous multipliez par 70 dollars. Et là, vous avez le vrai chiffre de ce qui part chez le voisin. S'agissant de la vente de minerais par le Rwanda, le ministre de Mines a révélé qu'aujourd'hui, 1 kilo de coltan coûte peut-être 70 dollars. Depuis la prise de la mine de Rubaya par le M23 soutenu par les forces rwandaises, ce sont plus de 150 tonnes, soit 150 000 kilos que vous multipliez par 70 dollars pour obtenir le vrai chiffre qui part chez nos voisins, a-t-il expliqué. D'après Kizito Pakabomba, ce sont ces sommes pillées qui empêchent la RDC de poursuivre son processus de développement et d'utiliser ses atouts, notamment son secteur minier.
La situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo est très préoccupante. Celle de Kinshasa est également sur instruction de sa hiérarchie. Le commissariat provincial de la police a transféré ce mercredi 19 février 2025 304 détenus vers la prison de haute sécurité de Luzumu située dans la province du Congo central. Ces individus surnommés Kuluna sont originaires de différents cachots de la police à travers la ville-province de Kinshasa. Dans mon mat. Appel nominal avant d'embarquer dans les bus de la police. Direction, le Congo central. Ce mercredi 19 février, 304 bandits urbains dits Kuluna ont été transférés par le commissariat provincial de la police sur ordre de leur hiérarchie vers la prison hautement sécurisée de Luzumu, située dans la province du Congo central. Ces transferts visent à éloigner ces individus dangereux des citoyens paisibles tout en libérant de l'espace dans les prisons. En effet, face à la recrudescence de l'insécurité à Kinshasa, la police a décidé de renforcer ses efforts pour neutraliser le fauteur des troubles et les bandits. Elle aura ainsi besoin d'espace pour y garder ceux qu'elle aura arrêtés. Le Kuluna, originaire de divers postes de police à travers la ville, sont principalement accusés des crimes. Le Kuluna transféré ces jours, originaire de divers postes de police à travers la ville, sont principalement accusés des crimes tels que le terrorisme urbain, l'extorsion et l'association des malfaiteurs. Certains d'entre eux ont été condamnés à l'issue des audiences foraines organisées dans les tribunaux militaires des garnisons de Kinshasa. Le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba a précisé que ce transfert vise à désengorger les cellules du commissariat en prévision de nouvelles opérations contre le banditisme. Suite à plusieurs évasions signalées dans les cachots de certains districts, nous avons reçu l'ordre de libérer de l'espace afin de pouvoir interpeller d'autres malfaiteurs perturbant la paix des citoyens, a-t-il expliqué. Parmi les détenus transférés, certains sont sous mandat d'arrêt provisoire et leurs audiences foraines se poursuivront sur place. Restons à Kinshasa où le moto-taxi, communément appelé Wewa, représente une alternative prisée pour se déplacer dans la ville, surtout à cause des embouteillages chroniques de la capitale. Bien que leur service soit essentiel pour de nombreux usagers, les chauffeurs de moto sont confrontés à des réglementations strictes pour accéder dans le centre-ville à Gombe, de frais et de contrôles policiers fréquents, souvent perçus comme abusifs. Dans ces contextes, la sécurité et la pérennité de cette activité sont mises en mal, soulevant des questions sur l'avenir du transport urbain à Kinshasa. Gigi Nende. Joindre le centre-ville de Kinshasa est devenu un casse-tête. Seules les motos permettent de relier les autres communes à celles de la Gombe, et plaque tournante de la ville, en un temps record et au prix de nombreux sacrifices pour les conducteurs. En effet, nombreux sont ceux qui affirment débourser 25 000 francs au sein de leurs associations chaque week-end. Une somme destinée à différents services de sécurité, notamment pour leur permettre de circuler à la Gombe en toute quiétude. Pour que la ville, il faut que s'adore à l'association Moko. Nous allons associer Belé, le commission qui 4 ou bien 5 des abonnés. Ok, bah aussi un bon, il y a aussi $30, aussi $40. Nous s'adore Kuna, au petit bango, bah enregistré yo, bah monsieur Julien Oyo, bah pesio. Après bah pesio, on est bah coïb sur bah condition, au somba carte à membre 15 000. Au sombi, après ça, bah coïb sur par semaine. Et au Kobano, ça rabiso 25 000 par semaine, chaque samedi. On a fait numéro à téléphone, groupe. Malgré ces règles d'accès en ville, les tracasseries routières ont apparemment la peau dure. Elles sont omniprésentes, témoigne ce conducteur de moto. Mais Bakanga Kabiso Kak, fait Gombeza interdit. Et au côté de la ville. Mais au côté de et en cas d'arrestation, interviennent aussitôt les représentants de leurs associations. Si en cas de problème, vous signalez que Naza est sigantel. Dans cette réalité complexe où la survie et l'efficacité se mêlent, il est urgent que les autorités prennent des mesures pour assurer la sécurité de ces travailleurs tout en régulant le système pour que les contributions au transport public soient...
Dans un registre plus sociétal, la dépravation de mœurs en République démocratique du Congo s'accentue de plus en plus. Des antivaleurs sont prises pour de valeurs, surtout parmi les jeunes où l'on observe des comportements malsains, notamment la consommation excessive de l'alcool, du chanvre et des actes immoraux compromettant ainsi leur avenir. Comment mettre fin à ces fléaux? La réponse dans cet élément de Rosie Chiyoyo et Stani Samba. Aux yeux d'un certain nombre d'observateurs, la dépravation de mœurs parmi les jeunes constitue une bombe à retardement pour le pays. C'est une situation qui ne cesse de croître jour après jour et qui devient de plus en plus préoccupante car les respects et la dignité n'ont plus leur place. Par rapport à Ndenge Tozalaga. Tozalaga na biso très bien, respect mutuel. Au monde okutani na ene na yo ozo se respecter mais lokola biso nyonso tokomi oyo azo filmer, c'est-à-dire respect ezalaka lisusu te ndenge ezalaka na ba comportement familial na biso toutaka nango ndako eza vraiment très mal. Pour beaucoup, les réseaux sociaux ont joué un rôle d'accélérateur dans cette dépravation de mœurs. Les causes sont les réseaux sociaux. Téléphone, laptop, tout ce que nous pouvons condamner. Les films pornographiques, tout ce qui est occidental, coiffure, vêtements, tout ça. On nous a montré, c'est comme si nous ici, ça ne marche pas. Mais ce qui marche, c'est quoi? C'est ce qui se fait à l'extérieur. Tout ça, ce n'est pas la faute de... C'est pas même la faute de la jeunesse. Ce qui est curieux là, c'est qu'on n'a pas, c'est ce qu'on pense qui est très important, c'est qu'il faut voir. Donc, pour moi, la cause, c'est les réseaux sociaux, les téléphones qu'on donne à la jeunesse. Et ce n'est pas... Pour tenter de désamorcer cette bombe, une experte en encadrement de la jeunesse propose quelques pistes de solutions. Et comme piste de solution, je proposerai à ce que nous puissions tous ensemble, parents, acteurs juvéniles, l'Église, l'État, le gouvernement ainsi que le gouverneur, de faire un nettoyage de ce que consomme le jeune Congolais. Car cette jeunesse, elle est bien sûr, au-delà d'être l'avenir, elle est la force de la nation aujourd'hui. Dans un monde à perpétuelle évolution, la jeunesse représente l'un des piliers majeurs pour maintenir une nation. Il est donc important que le gouvernement congolais prenne conscience de cela et mette en place des mesures solides pour contrer ces phénomènes. Voilà, c'est donc avec ces reportages de Rosie Chiyoyo que nous prenons nos bagages pour aller en dehors de frontières congolaises. Alors que l'extraction et les capacités de raffinage de minerais critiques demeurent géographiquement très concentrées, la montée du nationalisme de ressources, les restrictions à l'exportation, l'instabilité et la manipulation de marché pourraient accroître le risque de pénurie d'approvisionnement. Plus de détails avec cet élément de Rachel Missenga. D'ici 2050, la demande mondiale de lithium, de cobalt et de nickel pourrait se multiplier par 75 par rapport au niveau de 2020 dans un contexte d'accélération de la transition énergétique et de numérisation accrue de l'économie. La numérisation croissante des diverses activités économiques et la transition vers une économie à faible intensité en carbone alimente une demande insatiable en minéraux critiques comme les lithium, les cobaltes, les cuivres, les nickels et les terres rares. Ces minéraux sont aujourd'hui indispensables à un grand nombre d'industries en plein boom telles que les véhicules électriques, les énergies renouvelables, l'informatique de pointe et des technologies de défense. Les véhicules électriques nécessitent par exemple 5 fois plus de minéraux que le véhicule à moteur à combustion interne, la demande en cuivre triplant et les besoins en nickel se multipliant par 20. Les technologies des batteries reposent fortement sur les lithium, les cobaltes,
les manganèses et les graphites. La demande de ces minéraux nécessite au développement de la mobilité électrique devrait exploser étant donné que les experts s'attendent à ce que le parc de véhicules électriques se multiplie par 8 d'ici 2040 avec 500 millions de véhicules de transport de personnes dans les 5 plus grands marchés du monde seulement en 6 horizons. D'ici 2050, les véhicules électriques devraient représenter 80% de la demande mondiale de minerais pour batteries. Les capacités des raffinages sont quant à elles fortement concentrées dans l'empire du minier qui assure les raffinages de plus de 90% des terres rares. Dans le seul segment de batteries électriques, la Chine raffine environ 67% du cobalt, 62% de lithium, 60% de manganèse et 32% du nickel. La diversification des chaînes d'approvisionnement, l'investissement dans des technologies alternatives comme les batteries sodium-ion, les recyclages des matériaux et l'efficacité pilotée par l'intelligence artificielle apparaissent également comme des solutions clés pour atténuer l'ampleur des pénuries attendues de plusieurs minéraux critiques. Comme annoncé au sommaire, longtemps dépendant du pétrole, le Congo cherche désormais à valoriser son potentiel en gaz naturel afin de s'imposer comme un acteur majeur en Afrique centrale. Le gouvernement congolais envisage l'adoption d'un nouveau code gazier pour attirer des investissements et accélérer la diversification de son secteur énergétique. Encore une fois, Rachel Misenga. Les gouvernements congolais envisagent l'adoption d'un nouveau code gazier pour attirer les investissements et accélérer la diversification de son secteur énergétique. C'est ce qu'a annoncé la semaine dernière le ministre de l'Énergie, Bruno Jean-Richard Itoa, lors d'un entretien en prélude à la tenue du 24 au 26 mars prochain du Congo Energy and Investment Forum. Cette rencontre vise à promouvoir les potentiels énergétiques du pays, en particulier dans les secteurs du pétrole et gaz, afin d'attirer les investissements et de renforcer la coopération avec les partenaires internationaux. Cette réforme législative vise à offrir un cadre réglementaire et fiscal plus attractif aux investisseurs. D'ailleurs, certaines dispositions sont déjà appliquées en anticipation de son adoption officielle, a fait savoir le ministre. L'année dernière, Eni a mis en service la première unité de liquéfaction de gaz naturel du pays, dont la capacité devrait grimper à 3 millions de tonnes d'ici la fin 2025. L'objectif est de rendre le cadre légal plus compétitif et adapté aux défis du marché de l'énergie. À en croire les dirigeants, la valorisation de ces ressources représente une opportunité stratégique pour le pays, notamment dans le contexte où la transition énergétique devient un enjeu global. En stimulant les secteurs gaziers, les gouvernements souhaitent non seulement répondre à la demande croissante en énergie, mais aussi générer des revenus supplémentaires et créer des emplois. Avec cette stratégie, les Congo entendent non seulement renforcer son rôle dans l'industrie énergétique africaine, mais aussi se positionner comme un futur hub gazier régional capable de répondre aux enjeux de la transition énergétique tout en stimulant son développement économique. Passe à présent à la revue de presse avec la sélection et les commentaires de Don Momat. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ouvrons cette revue de presse avec le journal qui titre « Entre la Belgique et le Rwanda, le clash ». Kigali suspend sa coopération et développement avec le Royaume belge et Bruxelles prend acte. Africa News commente cet acte, soulignant qu'il traduit en réalité la peur des Kagame face aux sanctions à venir, ces derniers cherchant à jouer à la victime. La Belgique envisage en effet de demander des sanctions effectives contre le Rwanda auprès du Conseil européen des affaires étrangères qui se réunira fin février 2025. Maxime Prévost a déclaré à la RTBF « La situation humanitaire catastrophique dans l'est de la RD Congo appelle une réaction internationale beaucoup plus forte que ce que nous connaissons aujourd'hui. Il est temps de lier la parole aux actes. » Info 27 rapporte que malgré les appels répétés à la cessation des hostilités dans l'est de la RDC, le Rwanda, via le M23, poursuit ses attaques. Ce mardi 18 février, ses forces ont de nouveau attaqué les positions des FARDC sur l'axe Mamba-Sandoluma dans les territoires de Lubero. Cette offensive confirme que Kigali ne se contente plus d'un soutien indirect aux rebelles, mais mène une véritable guerre déguisée contre la RDC. Pendant ce temps,
La Prospérité annonce une marche d'endurance ce samedi 22 février des troupes de la garde républicaine de la RDC. À partir de 5h du matin, près de 5000 hommes membres de cette unité spéciale sillonneront les rues de Kinshasa pour démontrer la présence et la vigilance des forces de sécurité. De son côté, le phare se questionne sur l'impact de l'Union africaine. Créée officiellement le 9 juillet 2002 à Durban en Afrique du Sud, l'Union africaine peine à présenter un bilan positif après 22 ans d'existence selon les tabloïds. Les continents africains, marqués par des conflits armés, l'insécurité et la mauvaise gouvernance, semblent abandonnés par ses leaders face à l'impunité des agresseurs qui massacrent et pillent sans entrave. Changeons de registre avec Géopolis avant de conclure cette revue. À l'occasion du 19e anniversaire de la Constitution de la RDC, les journaux se demandent: la Constitution de la RDC vit-elle ces derniers instants? Aujourd'hui plus qu'hier, écrit-il, la Constitution est menacée. Le président Félix Tshisekedi avait exprimé sa volonté de réformer cette loi fondamentale. D'une part, et d'autre part, le contrôle des villes comme Goma et Bukavu par les forces rwandaises et les M23 pourrait entraîner la fin de cette constitution. De même, si le régime de Kinshasa parvient à repousser l'agression, une réforme pourrait devenir inévitable et une 4e république pourrait voir le jour. En 19 ans, commente-t-il, cette constitution a permis des avancées démocratiques avec la mise en place d'institutions et la gestion des 4 élections. Cependant, les faiblesses demeurent, instabilité institutionnelle, corruption et inefficacité judiciaire, nourrissant ainsi le débat sur la nécessité d'une révision. Fin de cette revue, au revoir. Voilà, c'est avec donc cette revue de presse rendue par Domomat que nous bouclons ce journal. Mais d'abord, place au rappel de différents titres. La situation sécuritaire de la ville-province de Kinshasa est relativement calme, a déclaré le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, au sortir de la réunion dirigée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani. Vous avez eu de détails et précisions dans ces journaux. Et puis le commissariat provincial de la police ville de Kinshasa a transféré 304 détenus vers la prison de Luzumu dans la province du Congo central. Et le Congo cherche à valoriser son potentiel en gaz naturel bien sûr, afin de s'imposer comme un acteur majeur au centre de l'Afrique. Fin complète de cette livraison d'actualité, mesdames, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une nouvelle édition du journal télévisé sur votre chaîne. Au revoir et à très bientôt. Vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.